Vive tension ce mardi à l'Université pédagogique nationale. Les étudiants ont manifesté contre la hausse des frais académiques. Détail dans ce journal. Déchéance du président de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental. Il lui est reproché la gestion opaque des finances de l'organe délibérant de la province. Présentation par l'association sans but lucratif Justice et Paix Congo de la SENCO de son plan stratégique du quinquennat 2023-2028. Il porte sur le respect des droits et libertés de tous. Vous suivez Télé 50 et vous faites bien, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Il s'est observé une vive tension ce mardi à l'Université pédagogique nationale. Les étudiants ont manifesté contre la hausse des frais académiques. Plusieurs véhicules brûlés et le bâtiment administratif vandalisé. Détail avec Héritier Tamba. C'est aux alentours des 11h que les manifestations ont éclaté. Selon plusieurs sources, cette colère estudiantine est due à la majoration des frais académiques. Les étudiants accusent les comités de gestion de les avoir obligés à payer les frais académiques en dollars au taux actuel de la Banque centrale du Congo BCC, alors que l'année dernière, ces frais ont été payés en francs congolais. Des pneus brûlés sur le campus, des bâtiments récemment réhabilités saccagés, des gaz lacrymogènes ont été utilisés par la police pour disperser les manifestants et empêcher toute escalade de violence. C'est pas si on peut des balles, on paye ça partout. Et ils sont tranquilles. Comment on doit casser les comme ça? Comment? Un sabotage, c'est une université de l'État. Ça, ce sont les Koulouna. Ce sont les gens qui sont contre les actions du chef de l'État. Les étudiants ont exprimé leur mécontentement face à cette décision portant majoration des frais académiques, affirmant qu'elle rendrait l'éducation inaccessible pour les nombreux étudiants issus de milieux défavorisés. L'administration de l'UPN a réagi à ces événements en condamnant les actes de violence et affirme son engagement à trouver des solutions pour répondre aux préoccupations des étudiants. Au Kasaï-Oriental, les députés provinciaux ont destitué le président de l'Assemblée provinciale. Athanase Kabongo a été visé par une pétition signée par plus de la moitié des députés. Il lui est reproché l'incompétence dite notoire et la gestion opaque des finances de l'organe délibérant de la province. C'était au cours de la deuxième plénière de la session extraordinaire que les députés provinciaux 16 sur 17 au total ont voté pour la déchéance de l'ancien président de l'organe délibérant. La commission chargée d'entendre Athanase Kabongo a lu le rapport devant les élus et indiqué avoir rédigé un PV de carence constatant le refus de se présenter devant la commission par les concernés. Un rapport qui affirme d'ailleurs tous les griefs retenus contre l'ancien président, notamment les détournements des émoluments et autres fonds, ainsi que le recrutement du personnel en violation de la loi et du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Il lui est également reproché de n'avoir jamais présenté à l'intention de l'Assemblée plénière un rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée malgré l'insistance manifeste des députés provinciaux. Après adoption de ces rapports, les élus sont passés à la vitesse supérieure, la déchéance du président. En rappel, l'ancien président Malé Bongo a récusé la commission mise sur pied pour son audition. Pour lui, la commission ne devrait pas être composée des députés qu'il avait désavoués. La prochaine plénière sera consacrée au vote du nouveau président en remplacement de celui déchu Athanase Kabongo Malé Bongo. L'association sans but lucratif Justice et Paix Congo de la SENCO a procédé ce mardi à la présentation de son plan stratégique du quinquennat 2023-2028. L'objectif est, à l'en croire, de matérialiser le rêve d'une RDC où les droits et libertés de tous sont respectés, protégés et appliqués. Je déclare ouverte la cérémonie de présentation du plan stratégique quinquennal. C'est le salon Lubumbashi de l'hôtel Pullman qui a abrité cette cérémonie de présentation plan stratégique du quinquennat juin 2023-juin 2028 de l'ASBL JPC SENCO, dont l'objectif est de matérialiser le rêve d'un Congo où le droit et liberté de tous les citoyens sont respectés, protégés et appliqués. Mais nous allons aussi travailler sur leurs droits. On va accompagner les victimes, on va travailler avec les structures de l'État. Tout ça, c'est pour que la population puisse se retrouver, pour que les conditions de vie de la population soient améliorées, pour que la population vive dans la paix et la quiétude. Le PNU de la SENCO collabore et
Ils vont développer cette collaboration. Ça concerne spécialement le processus électoral, mais certainement ça pourrait nous donner l'occasion d'autres coordinations. Tous les 5 programmes de la Commission de justice et paix ont été pris en charge, notamment la gouvernance participative, éducation civique et élections, dynamique femmes et inclusion, édification de la paix et droits de l'homme. Concernant les élections de 2023, l'ASBEL Justice et Paix Congo de la SENCO, ensemble avec l'Église du Christ au Congo, ont rendu les rapports sur l'observation de la révision du fichier électoral, continuent les travaux dans les plaidoyers au niveau de la CENI et aux différentes parties prenantes au scrutin prochain pour voir comment élaguer les quelques imperfections au niveau du fichier afin d'avoir des élections dignes. Après avoir lancé le 10 juillet dernier au nom du ministre du Budget Aimé Boji en mission les conférences budgétaires, le vice-ministre du Budget Élisée Bokoumouana Maposo tenait à se rassurer de l'avancement des travaux. C'est ce qui explique sa descente sur terrain ce lundi pour inspecter les travaux qui doivent respecter le calendrier établi. Accompagné du secrétaire général au budget, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana Maposo, visite les différents groupes de travail, une façon de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, surtout que les conférenciers sont tenus de respecter les chronogrammes établis dans le souci de respecter les délais constitutionnels du dépôt des projets de loi de finances au Parlement. Dans le cadre des conférences budgétaires, il y a la partie recettes et la partie dépenses, éclaté en plusieurs dépenses. Et c'est comme ça que depuis que nous avons lancé les conférences budgétaires les 10 de ces mois, nous avons voulu toucher des doigts les réalités de ce que nos administrations sont en train de faire par rapport au calendrier établi pour les différents services et ministères ou institutions qui sont en train de recevoir par rapport à la défense de leurs budgets respectifs. C'est ainsi que nous avons programmé avec l'administration, secrétaire général, les DG de la direction de préparation et suivi des budgets, de pouvoir passer dans les différents groupes, toucher des doigts et voir comment les travaux sont en train d'être déroulés afin de les motiver. À noter que ces conférences budgétaires pour l'exercice 2024 constituent l'étape de départ dans l'élaboration du projet de loi des finances. Le vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana Maposo tient au respect du délai constitutionnel, c'est-à-dire le projet de loi des finances doit être déposé au Parlement le 15 septembre prochain. Législative nationale, Eric Ngaloula a déposé samedi dernier sa candidature comme député national pour la circonscription électorale de Lupatapata. L'élu de l'UDPS se dit confiant quant au renouvellement de la confiance par sa base avec laquelle il est resté au contact durant toute cette législative. Il est l'un des députés nationaux le mieux élus de l'actuelle législature. Eric Ngaloula Ilunga est bel et bien candidat à la députation nationale pour les élections générales de décembre 2023. L'élu de Lupatapata, qui a accompagné sa base naturelle, a déposé son dossier complet au bureau de réception et de traitement des candidatures dans son fief. Je suis député national en fonction et je suis venu pour déposer ma candidature comme député national. Je connais ce territoire et ce territoire me connaît. Alors, en 2018, j'ai eu la chance d'être élu grâce à Dieu, grâce au président Tshisekedi et grâce à mon parti UDPS. Pour les députés de l'UDPS, Ngaloula Ilunga Eric, l'union sacrée de la nation à laquelle il appartient n'est pas une blanchisserie. Le peuple sait exactement qui est qui et votera-t-il les moments venus. L'union sacrée, c'est une bonne chose, être de l'union sacrée. Mais l'union sacrée n'est pas une blanchisserie. Donc naturellement, moi, je soutiendrai tous les 500 candidats qu'on a alignés dans la République démocratique du Congo avec les mosaïques de l'UDPS Tshisekedi. Au moment venu, nous allons parler du bilan de chacun et dire ce qu'il faut dire pour que le peuple ne soit pas dupé. Eric Ngaloula Ilunga est confiant quant à sa réélection comme député national de la circonscription électorale de Lupatapata en décembre.
Le président national du parti politique Démocratie chrétienne fédéraliste Nyamousi séjourne depuis mardi dans la ville de Goma. C'est pour compatir avec les populations de l'Est de la RDC victimes de la guerre imposée par le Rwanda. Simon Kazungu s'y est rendu également pour lancer la campagne de reconquête de son parti, la DCFN, dit-il, afin de gagner les prochaines élections avec le plus grand nombre de députés. Pacheco Kavundama. C'est dans cette ambiance que le président national du parti politique Démocratie chrétienne fédéraliste Nyamousi a été accueilli à l'aéroport international de Goma. Simon Kazungu vient au Nord Kivu pour compatir avec les populations de l'Est victimes de l'insécurité causée par le M23 et les ADF. C'est pour aussi lancer la campagne de reconquête de la DCFN sur le plan politique. C'est que nous sommes dans une campagne que nous appelons une campagne de reconquête. La reconquête de la démocratie chrétienne fédéraliste Nyamousi, un parti qui a 33 ans d'existence. Nous voulons gagner le plus grand nombre de députés que possible. Et ça, nous n'allons pas le faire seuls, nous allons le faire avec certains autres partis politiques dans notre regroupement qui se nomme Alliance pour les valeurs. L'Alliance pour les valeurs, c'est un regroupement politique dirigé par M. José Kalalawa Kalala, président de l'Union pour les valeurs tshisekédistes. C'est-à-dire nous sommes en train de soutenir et vraiment de renforcer la position de notre président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi. À l'est du pays, Simon Kazungu va juger également la santé de son parti, la DCFN, qui a aligné ses candidats aux législatives nationales. Il va aussi les aligner aux élections provinciales et municipales pour mieux jouer son rôle sur la scène politique de la RDC. On reste à Goma qui abrite depuis ce mardi un atelier sur la gouvernance minière, à savoir l'étain, coltan et wolframite, et les conflits dans les territoires de Massissi et Walikale. Il s'inscrit dans le cadre du processus de paix de Nairobi, avec comme objectif d'arriver à couper le lien entre l'exploitation minière et les groupes armés très actifs dans ces deux entités. Cet atelier sur la gouvernance minière 3T et les conflits dans les territoires de Massissi et Walikale qui se tiennent dans la ville de Goma réunit différents acteurs pour apporter leur contribution afin de couper tout lien entre les groupes armés et l'exploitation minière. À l'issue de ces travaux, des recommandations seront versées au processus de Nairobi, précise Maître Odia Kalinda, représentante de l'ONG Congo Peace Net Center qui organise cet atelier. Les principaux objectifs de cet atelier, c'est d'essayer de réfléchir avec les acteurs étatiques et non étatiques du secteur minier afin de contribuer, donner notre contribution à la rupture entre l'exploitation minière et les groupes armés. Alors, nous sommes dit, comme Congo Peace Center, de réfléchir en appui avec les partenaires, bien entendu, et en collaboration avec les processus de Nairobi, que nous puissions nous mettre ensemble et donner des recommandations à verser à ces processus pour que cette situation puisse tant bien que mal se terminer. Congo Peace Center a porté son choix sur le territoire de Massissi et Walikale parce que ces deux entités sont devenues comme des sanctuaires de l'insécurité suite aux minéraux. Arrivé lundi à Lubumbashi du nouvel ambassadeur chinois accrédité en RDC, Zhao Bin séjourne dans le Haut-Katanga dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et commerciales entre son pays, la Chine et la RDC. Il a été l'hôte ce lundi du gouverneur de province Jacques Yaboula. C'est dans la matinée de ce lundi 17 juillet 2023 que le nouvel ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo est arrivé à Lubumbashi. Aussitôt après son accueil à l'aéroport international de la Luano par le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, l'ambassadeur Zhao Bin a été reçu par le gouverneur Jacques Yaboula Katwe. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les renforcements des relations commerciales entre la Chine et la RDC.
Le Haut-Katanga abrite en effet une forte communauté chinoise opérant en majorité dans les secteurs miniers. Et j'ai choisi la Haute-Katanga comme une escale importante de ma première sortie de Kinshasa, parce que la province a des relations de coopération fortes avec la Chine. L'objectif de ma visite est de voir comment encore renforcer davantage cette relation de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. A noter qu'il s'agit là de la toute première visite des Zhao Bin en dehors de Kinshasa depuis sa nomination il y a plus d'un mois comme ambassadeur de Chine en RDC. La Banque mondiale et le gouvernement congolais ont convenu de proroger d'une année encore les activités du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel. Objectif, permettre à ce vaste programme du gouvernement de parachever les travaux en cours d'exécution afin d'atteindre ces objectifs assignés. C'est dans ce contexte qu'une délégation mixte, Banque mondiale, gouvernement congolais, est arrivée à Bukavu. Sur place, les membres de la délégation ont entamé la planification des activités prévues par les partenaires de mise en œuvre pendant cette période de rallonge. La mission mixte gouvernement congolais Banque mondiale en séjour à Bukavu a pour objectif principal d'annoncer aux autorités provinciales la décision portant les rallongements de la date de clôture du projet Picagel, mais aussi échanger avec le partenaire des mises en œuvre pour fixer les principaux axes sur lesquels il faut travailler pour consolider et pérenniser les acquis du projet Picagel. Lundi, les membres de la délégation se sont entretenus avec le vice-gouverneur Marc Malago. Des échanges axés essentiellement sur la restructuration et la redynamisation des activités du projet intégré de croissance agricole Picagel pour la période restante. Au cours des échanges, la délégation mixte gouvernement congolais Banque mondiale a eu des mots justes pour remercier au nom du projet le gouverneur Théo Ngouabidje pour son plaidoyer auprès de la Banque mondiale et du gouvernement central sollicitant une prorogation en faveur du projet Picagel. Le vice-gouverneur a, au nom du gouverneur en mission, rassuré les visiteurs de l'accompagnement du gouvernement provincial dans la mise en œuvre du projet SUSDI et à travers lequel la province est bénéficiaire de plusieurs infrastructures d'intérêt communautaire. C'est juin 2024, Picagel pour enfants, mais les stratégies que nous allons développer ensemble avec la mission de supervision de la Banque mondiale, c'est nous avons des axes. Il y a d'abord la consolidation des activités qui sont déjà en cours d'exécution et puis voir comment Picagel va se désengager de tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez qu'il faut pérenniser les acquis de Picagel. Au même moment, la délégation de la Banque mondiale et du gouvernement congolais a entamé la phase de la planification des activités prévues par le partenaire de la mise en œuvre, entre autres UNOPS, IITA, FAO, Ricolto ou encore VSFB, mais aussi la définition des chronogrammes y afférents. Lancement des travaux de construction des auditoires et bureaux administratifs de la faculté de médecine de l'université officielle de Bukavu aux cliniques universitaires sur financement propre de cette institution. C'est pour rapprocher les auditoires de médecine des cliniques universitaires pour améliorer la qualité de formation des futurs médecins. La cérémonie de pose de la première pierre a été présidée par le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi en séjour à Bukavu. C'est sur un ton empreint de solennité que le recteur de l'université officielle de Bukavu, professeur Kaindo Muzusangabo, aux côtés du ministre national de l'ESU, Mohindo Nzangi, et du médecin directeur des cliniques universitaires, Dr Philippe Kachunga, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de 2 auditoires et de bureaux administratifs aux cliniques universitaires de l'université officielle de Bukavu. Une fois opérationnel, ce nouveau bâtiment permettra aux étudiants d'étudier dans des conditions optimales et mettra fin au calvaire vécu par les étudiants de la faculté de médecine qui étudiaient loin des cliniques universitaires, mais aussi et surtout avoir une faculté de médecine qui fonctionne entièrement aux cliniques universitaires. Le ministre national de l'ESU, Mohindo Nzangi, a tari d'éloges au recteur de l'université officielle de Bukavu pour son implication dans la modernisation de cette institution sanitaire de l'État congolais, avant de saluer les efforts de construction des infrastructures qui s'inscrivent dans le cadre de l'instruction académique qu'il avait transmise à tous les établissements de l'ESU en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement. Le recteur fait quelque chose que je prêche tout le temps. Ils ne seront pas complexés d'étudier ici parce que
les normes sont en train d'être actualisées et modernisées. Demain, vous allez commencer à faire confiance entièrement à nos médecins, puisque nous aurons formé le meilleur. Les médecins directeurs des cliniques universitaires de l'UOB, le professeur Philippe Okachunga, très ému, a émis les vœux de voir les projets de développement local des 145 territoires s'étendre particulièrement dans les cliniques universitaires. Au même moment, les travaux de construction du centre de médecine légale et d'un incinérateur aux cliniques universitaires, fruit d'un partenariat entre l'UOB et la MONUSCO, évoluent à pas de géants. Sous la direction de Steve Mbika, vice-président du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple, les partis membres se sont réunis lundi dans la salle de réunion de l'Hôtel de la Paix. Objectif, s'imprégner des directives et orientations du regroupement en cette période électorale. Au cours de cette rencontre, le vice-président de l'AAP, Steve Mbika Imabuluki, a fait rapport à ses collègues des directives et orientations reçues de Tony Kankou, au responsable de l'autorité morale, en rapport avec le processus électoral. Ensuite, les présidents de partis politiques du cartel AAP se sont mis d'accord sur les critères à prendre en compte pour finaliser les listes des candidats députés nationaux pour les comptes du regroupement Front Patriotique 2023, qui est l'un des regroupements membres du cartel AAP dirigé par Tony Kankou. Pour des orientations, n'est-ce pas, à transmettre aux différents présidents sur la nature et la façon dont nous devons renforcer nos listes des candidats. C'est pour cela que nous avions invité aujourd'hui les présidents membres de notre cartel pour qu'ils puissent transmettre aussi des noms supplémentaires, des candidats valables pour pouvoir remplacer peut-être ceux qui sont éliminés après enquête, parce que nous faisons une enquête sur le terrain pour voir la crédibilité et puis la capacité des candidats à affronter les élections. Alors ceux qui ont été écartés seront remplacés dans le 48 heures. Nous avons demandé aux différents présidents de nous apporter ces noms-là et dans 2 mai déjà, nous allons revoir le haut représentant de l'autorité morale pour lui faire rapport. Tous les partis concernés ont été invités à transmettre les compléments des listes de leurs candidats au plus tard, c'est mardi 18 juillet, afin de constituer la liste finale des 500 candidats à soumettre à l'approbation du haut représentant de l'autorité morale qui devra être déposée à la CENI cette semaine. Les frères des écoles chrétiennes fustigent le comportement dit peu courtois des dirigeants de l'ISPT Gombe qui violent l'espace du collège de la Salle. En point de presse, ils ont éclairé l'opinion sur ce conflit qui rend difficile la cohabitation des deux institutions, tout en rappelant que le collège de la Salle existe depuis 1966. C'est une situation qui trouble l'ordre au niveau du collège de la Salle que dirigent les frères des écoles chrétiennes de Kinshasa. En point de presse, le représentant a tenu à éclairer l'opinion sur les récentes déclarations de l'Institut pédagogique et technique ISPT qui envahit son espace, rendant ainsi la cohabitation difficile. Les sites appartiennent bel et bien aux frères des écoles chrétiennes qui détiennent tous les documents et qui ont les archives ici à la maison professionnelle. Je demande l'intervention personnelle du chef de l'État afin de mettre fin, une fois pour toutes, à ces conflits qui ont longtemps duré. Je dis et je vous remercie. Pour éviter tout débordement entre élèves et étudiants, les frères des écoles chrétiennes en appellent à l'implication du chef de l'État pour mettre fin à ce conflit. À la date d'aujourd'hui, pendant que l'Église catholique, avec ses congrégations enseignantes installées ici à la commune de la Gombe, évolue aisément et l'ISPT à lui tout seul doit venir mettre du désordre dans cet environnement. À ce jour, la cohabitation entre ces deux institutions tourne en désolation, l'une de l'enseignement primaire et l'autre de l'enseignement supérieur. Appartenant aux frères des écoles chrétiennes, le collège de la Salle a été construit en 1966. Pour ses dirigeants, l'ISPT doit revoir ses ambitions à la baisse. D'où ce point de presse afin d'éclairer l'opinion publique. Dans une communication datant de ce mardi, la société civile de Sankourou, de par son président Benoît Danja, se dit satisfaite d'apprendre le changement de commandant provincial de la PNC dans leur province qui constitue une solution positive aux multiples problèmes. Elle a à l'occasion remercié le chef de l'État en l'écoutant.
La société civile Force Vive du Sanko vient d'apprendre avec satisfaction les changements du commandant provincial de la police nationale congolaise dans la province du Sanko. Il est de notoriété publique que l'ancien responsable de la police au Sanko a été ces dernières années à la base de plusieurs situations malheureuses à cause de sa tendance constante à mettre ses corps de l'État au service de groupes particuliers, notamment en y incorporant des délinquants auteurs de pires forfaits qui étaient ainsi protégés quoi qu'il en fasse. Pour la société civile, la nomination d'un nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise au Sanko constitue une solution positive aux multiples problèmes provoqués par la manipulation criminelle de la police dans cette province. Nous demandons au nouveau commandant récemment nommé de bien vouloir relever les défis sécuritaires à la hauteur des attentes de la population du Sanko. Pour cela, la société civile remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son premier vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazad, pour avoir ainsi et enfin répondu à leurs nombreux cris d'alarme. La société Fraser Alexander, en partenariat avec Thérèse Tetela Ntumba, présidente de l'Union nationale des commissionnaires et courtiers du Congo, ont posé un acte social d'importance capitale à Lubumbashi. Tenez, au total, 15 000 $ a été déboursé pour faire fonctionner la borne fontaine du camp Major Vangu où se posait un sérieux problème d'eau potable. Elle s'est personnellement rendue dans un hôpital également équipé à cette même occasion. Accompagné de la bourgmestre de la commune de Kampemba, Mireille Mianda Kongolo, Tetela Ntumba Thérèse, présidente de l'Union nationale des commissionnaires et courtiers du Congo, a inauguré ce samedi une borne fontaine construite à son initiative à l'hôpital militaire Camp Major Vangu à Lubumbashi. Cette œuvre, largement saluée par les bénéficiaires venus massivement, rentre dans le cadre du social que prône la présidente de l'UNCC. Au fait, la motivation est que Madame Thérèse Tetela, c'est la maman de tout le monde. Elle est toujours au pied de ceux-là qui souffrent. Voilà pourquoi j'ai fait des tours pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la commune Kampemba. En toute humilité, après la coupure du ruban symbolique, Thérèse Ntumba ainsi que l'autorité communale ont été les premières à se servir de l'eau potable, désormais disponible à toute la population de la contrée, grâce notamment à l'appui de Fraser Alexander au projet d'adduction d'eau potable. Et dans la suite de la visite, Thérèse Ntumba, avec l'équipe de Fraser Alexander, partenaire de cette initiative, se sont rendus dans la salle où sont internés les blessés de guerre. Ces derniers ont été consolés avec quelques blanquettes, sacs de farine ainsi que des bidons d'huile. Et pour finir sa tournée de charité, la délégation a fait un tour à l'aumônerie protestante du camp Major Vangu. Ici, les veuves et orphelins des militaires ont été encouragés par des couvertures de boissons et autres. Cette œuvre de charité entre dans le cadre des actions sociales de Thérèse Tetela Ntumba, présidente de l'Union nationale des commissionnaires et courtiers du Congo. Au Tanganyika, précisément à Kalemi, l'actualité est aussi dominée par le lancement officiel de la fondation Karine Kapata Muteta samedi dernier. L'initiatrice a affirmé vouloir contribuer au bien-être de ses concitoyens à travers les activités de cette organisation. Lancement officiel de la fondation Karine Kapata Muteta à Kalemi, c'est samedi 15 juillet dans la grande salle du restaurant Étoile du Tanganyika. La cérémonie se déroule en présence de l'initiatrice Karine Kapata Muteta, présidence et lancement de la fondation qui portait son nom. Au programme, l'exhibition des pas de danse de la musique composée en mémoire des actions déjà palpables sur terrain, posées bien avant la sortie officielle. Les chants folkloriques des Kapoli aussi au rendez-vous. Puis les mots de circonstance du coordonnateur Bakatoseka Savani des actions de la fondation Karine Kapata Muteta et s'en suivra les discours du lancement officiel de la fondation prononcés par son initiatrice. Soucieux de soulager tant soit peu nos frères et sœurs, nous avons pensé créer une structure sans but lucratif, la FCKM. Et aura lieu l'investiture du comité de coordination devant une foule éprise des joies. Karine Kapata Muteta reste déterminée à vivifier l'amour et la passion de servir son pays.
Parmi les activités, on a déjà les activités des champs. Et d'ici la semaine prochaine, on va commencer avec les formations en informatique et dans différents secteurs. C'est une fondation qui est purement apolitique. La fondation m'a demandé de postuler. À la chute, c'est plus de 500 membres conviés à ces lancements officiels, sauf en danse, et scandent les chants des prospérités pour leur fondation. À Kisangani, Blanchard Lumaliza, président de la fondation qui porte son nom, a tenu un meeting populaire le week-end dernier dans l'école Mituku dans la commune de Mangobo. Occasion pour lui d'annoncer le dépôt de sa candidature pour les législatives nationales prochaines. Au cours de ce meeting, il était question pour Blanchard Lumaliza d'annoncer le dépôt de sa candidature pour les élections législatives de décembre 2023. Devant une population de plus de 8000 personnes réunies dans l'enceinte de l'école Mituku dans la commune de Mangobo, Blanchard Lumaliza a tenu à rappeler toutes ces démarches entreprises au niveau national pour le bien de la Tchopo sans un mandat politique. Sans compter les œuvres caritatives de sa fondation avant de signifier qu'il a décidé de se porter candidat à la députation nationale pour continuer à plaider davantage pour cette population. Vous savez à quel point je me donne corps et âme pour le bien-être de cette population. Je vous invite à placer votre confiance en ma personne. Vous ne serez jamais déçus. Hormis la population de la commune de Mangobo, une municipalité où il a grandi, les autres communes de la ville de Kisangani étaient aussi représentées. Du MLC scolastique, Mohindo dit avoir déjoué un attentat politique émanant de ce qu'elle qualifie de cabale qui visait lui faire des chantages à la veille des élections. Elle confirme rester dans le parti Mouvement de Libération du Congo, cher à Jean-Pierre Bemba. Il n'y a aucun problème au sein du MLC. Je n'ai pas quitté les MLC. Les MLC ne m'a pas chassé. Et les MLC d'ailleurs n'a chassé personne. Seulement par rapport à la stratégie politique, les MLC qui est devenu un regroupement politique va aligner ses membres, ses candidats sur deux listes. Sur une première liste qui s'appelle MLC et sur une deuxième liste qui s'appelle APA. Et donc moi je suis aligné sur la liste des APA MLC. Pour la rumeur qui circule, que voilà, j'ai quitté les MLC, je suis en train de dire à mes électeurs, à mes électrices, que je n'ai pas quitté les MLC, je suis dans APA MLC, qui est l'alliance des partis alliés au MLC. Je vais être présente pour les élections, je suis là, je me prépare, comme justement nous sommes pendant la période où les gens déposent, les candidats sont en train de déposer la candidature, donc ma candidature est aussi en train d'être déposée dans les territoires de Bassoko. Que mes électeurs se préparent. On avait déjà sensibilisé les gens pour l'enrôlement, ceux qui étaient enrôlés, qui se préparent tous pour que nous puissions aller aux élections, que ce soit sous la pluie, que ce soit sous le soleil. C'est important, c'est un devoir civique, c'est un devoir même, je pourrais dire même spirituel, parce qu'il s'agit de notre pays, de notre héritage, c'est un devoir et un droit. Donc nous devons tous aller aux élections parce que les élections sont prévues pour décembre 2023. Terminons avec le Komombele qui a totalisé 64 ans d'existence. À l'occasion, la Fondation Godard Motemona et Banakin ont célébré ensemble cet anniversaire avec les chefs coutumiers Teke, les habitants de Mombele ainsi que les déplacés de conflit Teke-Yaka. Lors de cette célébration, Godard Motemona, président de la fondation qui porte son nom, et de l'Asbel Banakin, ne s'est pas amené même réduit. Dans sa gibecière, un lot important des vivres et non-vivres pour marquer la solidarité avec les réfugiés qui ont fui le conflit Teke-Yaka. Il n'a pas non plus oublié les chefs coutumiers, une enveloppe pour permettre de bien fêter. Le tout s'est déroulé en présence de la bourgmestre de Limité, des associations sœurs, notamment la fraternité quinoise et les notables de Limité. Nous avons voulu recevoir les chefs coutumiers et les déplacés des conflits Teke-Yaka. Question de les redonner un sourire. Les chefs coutumiers et les notables de Mombele n'ont pas manqué des mots pour manifester leur gratitude à Godard Motemona. Nous sommes très satisfaits de ces gestes posés. Merci à Godard Motemona d'avoir pensé à nous.
Pour joindre l'utile à l'agréable, cette célébration a été agrémentée par les orchestres folkloriques et les orchestres de la capitale, avec comme invité spécial Redi Amissi et son orchestre, la Casa do Canto. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Vive tension ce mardi à l'Université pédagogique nationale. Les étudiants ont manifesté contre la hausse des frais académiques. Déchéance du président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, il lui est reproché la gestion opaque des finances de l'organe délibérant de la province. Présentation par l'association sans but lucratif Justice et Paix Congo de la SENCO de son plan stratégique du quinquennat 2023-2028. Il porte sur le respect des droits et libertés de tous. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. Pour des raisons liées au transport aérien, le programme des obsèques des mamans Angélique Kapinga, décédée en Belgique le 5 juillet 2023, est modifié de la manière ci-après. Mardi 25 juillet 2023, arrivée du corps de la défunte à Kinshasa. Jeudi 27 juillet 2023, veillée mortuaire. Vendredi 28 juillet 2023, enterrement au cimetière de Siforco.